je présente la troisième intervenante, Isabelle Roussel-Gillet, qui est spécialiste de l'ecclésio et dans le domaine des cultures de jeunesse, a travaillé bien justement sur l'ecclésio et les lisières de l'enfance, mais également, et je pense que ça va toucher plus directement à ce dont on va parler à présent, et le numéro est ici présent, un numéro consacré à l'imaginaire des anges et des super-héros dans la bande dessinée. Je crois que va s'ajouter une vierge dans l'affaire. Ça sera peut-être moins rassurant que ce qu'on a entendu juste avant, un peu plus trash. Figure poreuse au contexte idéologique et culturel, Superman et Saint-Michel incarnent des figures de justiciers recyclées dans la bande dessinée et aussi les œuvres plastiques. L'icône est autant célébrée que malmenée, sur fond de résonance judéo-chrétien, dont la figure de la Pietà également activée. Comme l'explique Marie-Josée Monzin, le christianisme est avant tout un monothéisme iconique, et ce monothéisme fut le premier à penser que l'on ne peut régner sans image, c'est-à-dire sans une gestion économique et politique du visible. Alors sur un corpus, on fait là, c'est ça? Ici? Ça change? Voilà. C'est celle-ci. Ouais. Donc sur un corpus de 200 bandes dessinées, mangas et comics pour jeunesse, mais vous verrez surtout pour adolescents, je vous ai sélectionné quelques anges, super-héros et donc une vierge. Un travail sur ce corpus a été publié dans la revue Les Cahiers Robinson, dont vous voyez le dessin de couverture, et avait fait l'objet de 2 versions d'exposition. Elle avait reçu le label Cité de l'image de l'Angoulême et j'en étais commissaire avec Fabienne Doré. Donc le corpus conséquent manifeste le pouvoir de reliance de l'image, dont les icônes qui produisent de l'empathie, du partage, génèrent du lien. Icônes surexposées, fatiguées, aveuglées sous les feux de nos propres projections peut-être. Me plaisait aussi le fait que ce soit sur des supports particuliers qui rappellent cartes postales, comme on a vu aussi des timbres ou des billets de banque. Ces icônes violentées gardent un potentiel de séduction. J'ai choisi ce regard dérobé, liminaire, pour annoncer mon fil conducteur, qui est l'interrogation de la visibilité, de la pulsion scopique, du recyclage et de la destruction de l'image ritualisée par l'œil public. Sur un modèle élargi de la pensée de De Certeau, qui distingue l'ange du fer, le soldat, le justicier, le gardien, et l'ange du verbe et du vent, l'annonciateur et le messager, j'ai distingué ce qui se passe au plan tactile, auditif et visuel. Me retiendront d'abord les anges de l'inscription, ceux qui transforment en corps écritoire, et je ne manquerai qu'à la fin des anges annonciateurs, aux cheveux bouclés, musiciens, célébrants, souvent décoratifs en seconde et troisième de couverture chez Mélaka ou Montgermont. Parfois claironnants, vous voyez là un ange qui cherche à trouver sa clé pour être entendu, en pleine crise métaphysique dans les manuals de Benjamin, Savio, ou associé à l'univers du livre, du verbe, des textes surtout de Daniel et de Toby, dans Paradis perdu. Alors, premier phénomène observé dans ce rapprochement d'anges et super-héros, l'hybridation, métissage entre ces figures angéliques et super-héroïques avec contamination de codes graphiques et sémantiques. L'ange, figure poreuse, se prête au métissage. Pourquoi ? La première réponse renvoie peut-être à la tolérance religieuse en matière d'appropriation de cette figure, plus que celle de Dieu. Ce métissage des inspirations fut par exemple facilité, c'est juste un exemple historique, par les jésuites lors de la conquête espagnole, qui encouragèrent la christianisation des mythes à travers un art hybride. Au-delà des accessoires symboliques, éléments iconographiques classiques, l'arme ou la balance pour l'ange psychopompe, le rapprochement des anges et des super-héros peut s'expliquer par la culture juive également des 2 créateurs du premier super-héros, Superman, chez DC Comics, qui est aussi appelé l'ange de Métropolis. Existe également chez Marvel un super-héros ailé qu'on a vu hier, je crois, Archangel, et tous 2 ont pour fonction, évidemment, de faire le bien, de combattre le mal. L'hybridation s'exprime, comme on le voit ici, par une contamination de codes graphiques entre anges et super-héros, chez l'archange efféminé de Le Disco, le point levé qui rappelle le geste caractéristique de Superman, geste souvent cité. Inversement, certains super-héros ont des allures d'ange, comme Archangel, et les codes esthétiques encouragent à la comparaison des gestuels, mais aussi les traînées lumineuses que vous voyez. On a parlé de corps en mouvement hier, donc corps qui s'invite aussi au déplacement, à la citation. Et donc ici, on a une figuration d'une vitesse lumière, comme nommée par Paul Virilio. Nous savons combien la lumière a à voir, évidemment, avec les anges auratiques
Et dès les années 75, l'art contemporain s'approprie cette icône populaire et les codes esthétiques de la BD. Warhol figure Superman dans son dédoublement par l'effet de vitesse, allusion aussi à la potentialité de dédoublement. La photographie de Warhol fut à son tour repeinte en ange déchu par Mario Schifano. Donc, puisqu'une des caractéristiques des super-héros est les dédoublements, nous entrons dans une galerie de doubles et de miroirs, à commencer par la confusion fréquente entre Saint-Georges et Saint-Michel, entre Ange et Victoire, entre Psyché et Ange, celle qui encourage des amalgames très nets dans des mangas syncrétiques. Dans ces derniers, l'amour, que vous voyez ici, donne des ailes, c'est bien connu. Mais elles vont rendre le héros tout à fait perplexe, encombré par cet impendice exhibant ses pulsions sexuelles. Dans cet univers de manga, les ailes sont soit l'attribut d'un ange romantique et sentimental en héritage au XIXe siècle, soit un plumage de parade érotique sollicité à souhait, et le coloris n'a rien à voir là avec l'alliance avec les dieux. Un des exemples d'encodage religieux au plan iconique est celui d'Archangel, le mutant d'X-Men. Alors dans une version récente publiée chez Panini, donc en 2009, il est d'une maigreur christique et participe d'une iconographie du vitrail. Dans cette mini-série intitulée Angel, qui décrit l'origine, la mutation en ange, donc avec toutes ces douleurs, ces hématomes, cette inquiétude de devenir un ange, ou un angel, va apparaître sous les traits de Michel, l'archange donc vengeur, et Adam Paulina dessine des corps longs et effilés, de la démesure, en exagérant aussi la flèche des bâtiments. Voilà. Archangel est chez Panini, donc une figure de Christ, mais cependant majoritairement une désacralisation semble à l'œuvre. L'ange dans la BD s'humanise par sa sexualité, son caractère de plus en plus profane, tandis que le super-héros semblera plus impuissant que l'ange hypersexuel. S'observe un second phénomène, c'est l'élaboration d'un avatar désémantisé, vidé, défonctionnalisé. Question, pure figure esthétique décorative dans la tradition plutôt des angelos ou des poupis. Mais le simulacre n'est pas une copie dégradée, et comme le disait Deleuze, il recèle une puissance positive qui naît et l'original et la copie, et le modèle et la reproduction. Alors dans l'héritage des beaux-arts, la tentation de la planche purement illustrative est nette dans les cover gallery, ainsi de Fallen Angel, donc cette femme, ici c'est une femme pour une fois, ange déchu super-héroïque, devenu un archange, et le poids de la figure glorieuse enferme alors la figure dans une esthétique picturale avec la tendance décorative de pleine page. Ces influences de l'histoire de l'art ne doivent pas occulter l'histoire générique propre au genre. Alors ça, je pourrais le faire avec chacune, en SF, dans les comics, dans les mangas. Moi, je vais m'en tenir aux comics. C'est ainsi qu'il faut resituer les motifs dans l'histoire des comics, aux origines du genre, bien sûr Tarzan, mais aussi The Shadow, qui est souvent présenté comme figure originelle des super-héros. Donc vous voyez avec son accessoire, la balance du justicier, et surtout son ombre, qui annonce celle d'un Batman, d'un Fantax. The Shadow utilise, on le sait, l'hypnose, et c'est la grande époque de la magie inspirée par Houdini. Et pour rappel, les caractéristiques super-héroïques qui ont été relevées sont la vitesse, le dédoublement, les accessoires, évidemment, la capacité de métamorphose et le système apparition-disparition. Donc à ce propos, les modalités d'apparition ou de métamorphose pour devenir super-héros ou ange sont largement exploitées dans les BD plus enfants, donc Stanislas Blondeau, mais aussi adulte, avec, vous voyez, Super Dupont, qui connaît une métamorphose très violente, qui va le déformer et qui reprend un élément du code qui va être en soi unique et suffisant, qui est le geste d'arracher sa chemise, geste typique chez Clark Kent. Donc on a aussi, encore une fois, une allusion à la vitesse, à la mobilité. La double identité du super-héros permet l'identification du jeune lecteur, toujours rêvant de sa toute-puissance narcissique, et face à la métamorphose de son propre corps lors de la puberté. Et de cette toute-puissance participe l'identification à l'image de soi. Alors Umberto Eco a écrit sur les super-héros et souligné l'importance du jeu identificatoire avec un monsieur tout-le-monde, donc Clark Kent pour, en l'occurrence Superman, mais surtout le brin d'ironie. Donc il y avait déjà le contenu potentiel de parodie qui caractérise le genre, ironie qui atteindra des sommets dans deux bandes dessinées que je vous montrerai, donc Watchmen et Crazy Man. Alors ensuite, qu'en est-il de la fonction de ces figures ? Les anges, communs aux trois monothéismes, donc l'islam, le judaïsme, le christianisme, sont-ils encore des messagers audibles ? Pour le grec Elias, la voix des anges, comme celle des tentateurs, demeure impénétrable. Donc on ne les entend pas. Il y a une espèce de confusion aussi entre ange et diable, mais ça m'emmènerait tout loin de parler de cela.
On trouve ça aussi chez Point commun. Autre question, peuvent-ils encore sauver l'humanité, puisque c'était leur rôle? La réponse est non, selon Edmond Baudouin, qui dessine un crazy man déprimé, ayant failli à sa tâche le 11 septembre, occupé qu'il était à sauver un petit chat. Le 11 septembre, chez Spiegelman ou chez Revel, renvoie à une conception historique où l'ange ne peut être que témoin muet. Pose-t-il encore des cas de conscience? Comme on l'a vu chez Tintin, il y a toujours des petits anges. Bon. Eh bien, avec Isler, l'ange nouveau, en dialogue avec une psychanalyste, communique d'abord par photo, envoyée par mail. L'ange impuissant à sauver le monde peut donc encore transmettre une mémoire. Nous sommes, avec Isler, loin de la pensée de Michel Serres où, à l'aveuglement, se substitue la clairvoyance, car l'ange, beaucoup plus proche de celui de Benjamin, déplore les ruines. Au lieu d'avoir les yeux écarquillés, tel celui de Paul Klee, il s'aveugle aux horreurs d'un siècle de honte. Et dans cet opus, le photographe témoigne des génocides collectifs. Il est un chasseur d'anges qui les saisit à l'instant fugitif de la libération des âmes. Vous aurez compris, un ange passe. Dans le registre humoristique, les anges sont impuissants. À leur tour, déclassés, occupés à supprimer des petits obstacles de la vie quotidienne, comme une chute de pot de fleurs dans l'ange ordinaire, ou nous aidant à réparer, dépanner une voiture chez Fmur. L'archange est un sauveur de circonstances et sa statue, par exemple, sauve tout à fait par hasard Bobette, avec la chute comme grand ressort du comique. Pour le jeune lectorat, l'ange néanmoins demeure un sauveur. La Juliette de Revel sauve des orphelins d'un incendie, et les anges gargouilles de Bois commun sauvent d'autres anges, mais c'est un autre exemple. Quant au super-héros Batman, dans des versions très parodiques dans des mangas, il se prend les pieds dans sa cape, et les anges sont assez victorieux dans cette bande dessinée-là, toujours préoccupés par le pouvoir et la possibilité d'assouvir leurs pulsions sexuelles. Alors le troisième phénomène que j'ai observé, c'est la mise à mal de la figure des anges du toucher et son lien avec le régime du visible. L'ange et les super-héros peuvent-ils nous toucher autrement? Sont-ils encore intouchables? La crainte du pouvoir par un toucher de l'ange est investie ici dans Paradis perdu. L'enfant élu là, que vous voyez habillé en civil, tout à fait ordinaire, se jette dans un trou qui est un lieu de passage pour échapper à cet ange qui veut le toucher et indéniablement le mettre sous contrôle. Rares sont donc les touchés pacifiques, sinon celui de l'ange gardien dans My Way de Jedi, fable mélancolique sur la solitude où l'ange gardien est constamment à côté de l'enfant et on ne voit jamais que sa main. À dire vrai, les gestes du toucher sont plus souvent médiés par une arme, que ce soit ici l'épingle, vous voyez dans la main de Harkel de Marc Hardy, ou par une épée, celle de Gabriel. Les mangas vont créer un topos du toucher violent sur le corps de l'ange que j'ai appelé le désellement. Alors, aussi spectaculaire que la gloire, il offre le spectacle de la mutilation dans Dynamesis, mais il existe beaucoup d'autres bandes dessinées qui reprennent ce code. Je crois que 3 modèles ont pu l'inspirer, je vais aller très vite. Vous avez des modèles qu'on va trouver dans la photographie, avec la trace de l'ange des ailes de la liberté, des modèles liés à la castration, qui se fait donc de façon très violente, là vous le voyez dans les mangas. Castration qui peut se faire en toute douceur, au contraire dans la littérature jeunesse, dans Monstrueuse Parade, puisque l'enfant n'a qu'à déchirer une feuille pour que s'en aillent ses ailes, puisque c'est en dessinant qu'il les a fait apparaître. Donc c'est un enfant magicien qui fait apparaître et naître des choses en dessinant. Le second modèle fait partie des références des comics en elle-même, c'est donc la figure d'Archangel. Donc lui c'est son père qui voulait le castrer et couper ses ailes. Et on a d'autres interprétations, notamment chez Bill Clinton, là, dans Des idiots et des ailes, où c'est lui qui veut absolument se débarrasser de cette prothèse, parce qu'elle est signe d'un angélisme, d'un sentimentalisme bien encombrant, puisque lui, c'est plutôt un mauvais garçon. Un troisième modèle existe, c'est celui de l'écorché, et ce motif du désellement perd souvent sa symbolique de signe de déchéance, à l'exception d'un album que j'ai trouvé, vous voyez la dernière image tout en bas, la case, où c'est bien un Satan déchu qui est écorché. On voit son dos. Les variations autour du motif du désellement seront donc nombreuses et à valeur indicielle, avec un élément très métonymique, c'est la plume, qui est la trace du passage de l'ange. Alors on a 2 versions. On a une version de l'ordre de la prolifération, dans Angel Sanctuary, et puis on a l'inverse, seulement une plume, ici entachée, dans Elle, dans un récit beaucoup plus historique qui renvoie donc à la guerre.
Rares sont les albums, comme celui de Ludovic de Berne, Le Grand Autre, qui est plus un roman graphique, qui mettent le désellement au cœur du dispositif narratif, et non plus simplement pour en faire un épisode, un événement traumatique. L'ange Louis décide de troquer ses ailes pour retrouver ses propres yeux. Parce que je ne perds pas le fil de mon axe sur la visibilité. Le désellement devient monnaie d'échange pour recouvrer une vue moins cauchemardesque, puisqu'il est complètement hanté par un inconscient. Et l'ange, j'allais dire faire allusion de théorème de Pasolini, ne révélait que le conformisme bourgeois et sa morale, tandis que les yeux ici, pour ce Louis, révèlent toutes les angoisses de l'humain. Donc il ne peut pas dormir, il perd complètement le sommeil, et la flamme a toute la complexité de ces méandres de notre inconscient. Alors, outre le désellement, il y a un deuxième motif, mais je ne vais pas m'attarder, qui est la chute de l'ange qu'on voit souvent. Salvatrice, parce que là, en tombant, ça sauve quelqu'un d'autre, hein, c'est une chute heureuse pour l'autre. Et bien sûr, des chutes suicidaires chez Benjamin, donc l'auteur chinois, ou chez Isler. Dans la tradition parodique, la chute a bien sûr aussi son ressort comique. Donc, une chute de Superman est revisitée dans le genre cartoon chez Ersteel, avec son cowboy Hank, qui parodie la phrase « It's a bird, it's a plane, it's Superman ». Comme on le constate, le registre du visible tend à s'imposer. L'impact de la photographie au XXe siècle, tout comme la croissance des arts télévisuels, donc influe. Le passage d'une invisibilité culturelle à une visibilité d'exposition est ce processus dont nous a parlé Benjamin, et à partir de laquelle il a théorisé la perte de l'aura due à la reproduction mécanique photographique, ce que tout le monde sait ici. L'art contemporain n'aurait plus fonction rituelle, mais politique. Et Daniel Arras, dont je parlerai là davantage, affirme au contraire que loin d'impliquer un déclin de l'aura, l'organisation de ce culte contemporain se fonde sur l'exaltation de cette aura, au point de faire ressurgir, dans des conditions nouvelles et au sein même de l'exposition, l'antique invisibilité cultuelle. Alors en premier lieu, je reviens sur ces dispositifs optiques, le super-héros est celui qui voit mieux, mais surtout celui qui doit être vu. Narcissisé par son public, et la mise en spectacle va être constamment mise en abîme dans des chefs-d'œuvre, dont un ici, Watchmen, qui désigne cette fonction de guetteur, de veilleur et de sentinelle. Il s'agit de transformer l'existence non plus par la mythologie, mais par l'action directe des super-héros. Ceux-ci, cependant, sont à la retraite et en faute de criminels, ils ont rangé leurs costumes. Mais là, il se trouve qu'il y a une sorte de complot, et ils sont tués un par un, ils ne savent pas par qui, donc ils vont reprendre du service, et le hibou, comme vous le voyez, monte dans un vaisseau avec un dispositif optique de surveillance qui rappelle la tête de mouche. La photographie importe dans cette BD, et parce que, je cite, il faut un symbole. Les gars du marketing le disent, ce qu'on a compris tout à l'heure, et c'est intégré de façon parodique. Cette photo de groupe de la Ligue des super-héros va quand même servir d'opérateur narratif, puisqu'à chaque fois qu'on change de personnage, et on revient à ce plan sur l'appareil photo. Donc, dois-je rappeler que dans les comics, le photographe est important, puisque Clark Kent est photographe, et que Spider-Man également. La contextualisation dans une société de prééminence de l'information médiatique informe donc les figures héroïques. Et alors là, je me centrerai plutôt sur un seul album, parce que là, j'ai plutôt dégagé des récurrences. La mort de Superman, donc en 92. Donc vous en voyez ici la couverture. Et c'est un album qui met en évidence le régime optique. Alors si Archangel devait sauver son père, Superman, lui, doit sauver l'ensemble de l'humanité, menacé dans cet album par une méchante créature qui tue un par un les super-héros, s'opposant à lui. Donc schématisons, la couverture est une Pietà, Superman un Christ, il est un corps qui, quoique muscle bandé, n'a pas vraiment de sexualité. Comme l'a analysé Michel Onfray, la civilisation chrétienne est construite sur la célébration de la pulsion de mort. Le martyr est donné à voir, et pour devenir glorieux, imiter le corps du Christ, il faut vivre autant que faire se peut sous la rubrique mortifère, thanatographique, expiatoire, puisque après tout, chaque existence est placée sous le signe du calvaire, pour accélérer le devenir glorieux. Bon, c'est pas très gai, toute cette souffrance, donc on va avancer. Cette souffrance permet à l'humain de se reconnaître en lui, puisque c'est ce qui fonde notre égalité et notre condition. Le travail du plasticien Adrian Tranquilli, dont vous avez vu une œuvre juste avant, insiste sur cette dimension christique de Superman, mais aussi de Batman, puisque ce sont des figures jumelles dans la BD. Superman est donc aux prises de... Alors, il y a celle-ci aussi, voilà, qui va vous montrer un petit peu. Je vous disais, Superman est aux prises de Doomsday. Alors là, j'ai malheureusement pris l'image en noir et blanc, mais il faut que vous imaginiez les capsules de ses yeux rouges.
À mesure que Doomsday lamine des super-héros, la télévision et l'image relayent le spectacle avec l'imminence de la mort de Superman. Une fois qu'il est mort, la pulsion scopique assouvie, les relais télévisuels vont être détruits. Les chaînes ont fini de couvrir l'événement. L'œil de Doomsday, qui est d'abord occulté par sa capsule rouge, qui saute, devient une caméra. Son nom, Doomsday, veut dire jour du destin. La caméra, l'œil de ce qui change un jour en destin, et c'est à l'œil qu'il éclate ses victimes. Mais c'est par son faisceau oculaire que Superman en viendra à bout. Alors quand vous avez sa mère adoptive qui le voit à la télévision, elle résume l'action. He is being beaten to a pulp and these reporters are treating him like entertainment. Pulp qui désigne la pulpe de fruits, la pâte à papier, ici on a compris, mais aussi les revues populaires au papier de mauvaise qualité, traitant particulièrement d'histoires violentes. Réduire Superman en pulp s'entend donc au double sens d'informe et de figure de papier, de scoop, de show. Autre commentaire, dans la suite du mythe, oui, alors vous voyez que la télévision, il faut aussi la détruire, il faut absolument ici tout casser. Et je vous laisse sur la double page finale. Voilà. Autre commentaire, dans la suite du mythe élaboré par Freud, dans Totem et Tabou, on assiste au meurtre collectif du père. Superman est en effet appelé au début de cet album par un enfant qui l'appelle comme son père et qui va sauver par 2 fois. L'équivalence symbolique est d'entrée de jeu signalée et la bande dessinée favorise l'illusion groupale où se tissent les fantasmes. La fiction, peu à peu, désinvestit la réalité extérieure, permet la régression au narcissisme primaire, dans un non-lieu finalement, parce que c'est l'utopie de Métropolis, et grâce à une absence de chronologie réelle, j'espère que vous avez senti ça, qu'on ne sait plus où on est, puisque s'y inscrit la répétition des meurtres en série, comme on dit, dans cet album plus qu'ailleurs. Mais l'œil témoin, public télévisuel, est-il pour autant un mauvais œil, car dévorer des yeux, c'est se protéger, exprimer une angoisse. Anzieux rappelle que les rêves d'angoisse associent volontiers des gueules menaçantes aux yeux rouges, et le meurtre permet au groupe d'être son propre législateur, rend possible l'idéalisation du disparu et l'intériorisation de son image. Le meurtre collectif a été relayé en direct, et le journaliste de conclure « Superman n'était pas si super ». Voyure, violence, on cultive une communauté de spectateurs qui cultivent des lieux de l'insatisfaction propre au désir, et comme dit Marie-Josée Monzin, l'image laisse toujours à désirer. Tout comme Superman, une fois que Crazy Man perd ses pouvoirs, il n'est plus visible. Donc le vaisseau qui le surveille, le perd à l'écran, c'est dire combien son existence est soumise à l'œil collectif. Les atteintes qui sont faites à ces figures pourraient vouloir nous rappeler la vulnérabilité des corps. Ici, vous avez une installation de Gilles Barbier, donc l'hospice, où ils sont grabataires. Et ce qui m'intéresse dans ces espaces médiégéniques, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est que la télévision est éteinte. Pour conclure, il est légitime de repenser à 2 visages d'anges recyclés dans l'art, c'est un peu plus pacifique ici, ceux peints par Raphaël pour la Madone Sixtine. Daniel Arras démontre que les angelots au bas du tableau ne sont pas accoudés à une balustrade, mais sont à la marge, au sens où l'entend Louis Marin, qui affirme la glorieuse autonomie de la construction représentante. Regardant en spectateur vers l'intérieur du tableau, ils sont alors des figures du seuil. Sur le plan théologique, Arras nous dit qu'ils ne sont plus les gardiens de l'invisibilité, mais bien les témoins d'une mise en visibilité qui les dépasse. Non simple relais au regard dévot de la révélation, mais annonce de l'autonomie de la représentation. Le motif en sera isolé, reproduit, décontextualisé. Et Arras de nous dire, l'ange spectateur se trouve engagé aux États-Unis d'Amérique pour la promotion d'un fromage. C'est parce que l'ange, donc juste une dernière phrase après tout, les bandes dessinées qui privilégient l'action semblent évacuer cette figure d'ange spectateur que vous avez ici, hormis ceux décoratifs qui sont relégués en 2e et 3e de couverture. Je ne vous avais pas mis les planches, mais croyez-moi sur parole, dans Elle et par exemple l'ange ordinaire, comme ange rêveur ou jouant du pipeau, sens littéral, donné à voir démultiplié en pleine page, mais une page à la marge de la narration.